Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureuse d'être là parmi vous et parmi bien sûr tous ceux qui nous suivent et nous regardent régulièrement partout à travers la planète, enfin à travers le monde déjà. Voilà, on est très heureux de vous accompagner jusqu'à 10h30 du matin avec bien entendu les rubriques habituelles du mercredi matin. Vous le savez, vous avez rendez-vous avec Ahmed Grigassen dans un tout petit moment dans sa rubrique Savants et chercheurs. Il nous parlera d'un soufi et surtout une personnalité, un savant qui a beaucoup travaillé surtout pour faire connaître la religion et la faire connaître à travers bien sûr son pays d'abord et puis même de s'élargir un petit peu partout. Alors Cheikh El-Mehdi Seklaoui, donc c'est ce savant qui a choisi de nous faire découvrir Ahmed Grigassen dans sa rubrique. Et nous aurons également à parler de la nuit, donc du destin, c'est très important. Les derniers jours du mois sacré de Ramadan sont très importants parce que tous les musulmans du monde entier s'attellent à lire le Coran et terminer surtout le Coran et être toujours de plus en plus proche du bon Dieu. Nous allons beaucoup en parler ce matin avec Abdelhamid Hachadi, qui est représentant du ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Il viendra nous parler donc de cette nuit du destin, tout savoir et surtout parler aussi de Zakat al-Fitr. Nous aurons également à parler santé avec notre invité, médecin spécialiste des traitements donc des brûlés. Il viendra nous parler des accidents donc domestiques. C'est vrai que c'est très important de les évoquer puisque durant tout un mois, les femmes, les jeunes, tout le monde s'affaire autour des fourneaux et bien sûr avec tous les dangers qui y courent bien sûr durant ces moments très importants aussi. Nous aurons également à parler de consommation avec Monsieur Toumi qui sera sur notre plateau, lui qui est membre de l'association algérienne des consommateurs. Il viendra nous parler des jus qui sont vendus durant le mois de Ramadan, l'hygiène bien sûr et bien entendu ces jus et ces charbettes qu'on retrouve un petit peu partout. Et puis le mercredi, vous avez aussi coutume de retrouver Rima de Lamouri dans sa rubrique Les Internets, bien entendu toutes les applications, les sites et surtout tout ce que vous pouvez trouver sur Internet qui peut vous intéresser et bien sûr il sera là pour nous en parler en détail. Lilia Ben Nasser sera là pour nous donner quelques grandes lignes de ces derniers jours de Ramadan, les expositions, les concerts, les rendez-vous aussi culturels de ces nuits de Ramadan. Tout ceci va être développé dans la rubrique de Lilia Ben Nasser. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi. J'espère que vous allez l'apprécier en tout cas en compagnie de toute l'équipe du Bonjour d'Algérie. Puis tout de suite, avec Amel Haribi, vous allez suivre la météo. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Elle est là parmi nous et puis déjà elle se moque de moi. Les planètes, eh bien oui, quand on parle de la planète, c'est notre planète Terre. D'accord. On la préserve. Il faut bien sûr la préserver. Oui, oui, même les ovnis aussi. Il fallait faire quand même quelque chose de bon matin. Oui. Eh ben oui. Il fallait. Une petite gaffe. Une petite gaffe. Mais c'est pas grave, c'est pas la du planète. tout. Mais Fallait. non, c'est pas grave. C'est pas Grigassen qui va me dire le contraire. Lui qui adore les planètes. Exact. Voilà. Alors il va faire beau, il paraît qu'il va pleuvoir. Donc on est content. Ah oui, non, on est très très content pour la pluie. Voilà. Très bien. Je l'annonce. On vous laisse l'annoncer. Merci Emel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, le ciel se montrera voilé à nuageux sur les régions de l'ouest et le centre avec quelques pluies notamment sur les côtes ouest et vers les régions intérieures. Les hauts plateaux ouest et centre, eh bien nous aurons des foyers orageux qui peuvent engendrer quelques pluies parfois sous forme d'averses sur les hauteurs, sur les hauts plateaux de l'ouest et le centre qui peuvent déborder mais en soirée près des côtes centre. À l'est, le ciel se montrera le plus souvent voilé sur les régions côtières est. Et toujours des foyers orageux qui peuvent donner quelques pluies par endroit sur l'intérieur et les hauts plateaux est. La moitié sud, des foyers orageux également vers le Bécharoua, le Nord Sahara et les oasis qui peuvent engendrer quelques pluies cette fois-ci vers le Bécharoua. Ailleurs, le temps restera dégagé à partiellement voilé avec toutefois des soumons de sable, cette fois-ci l'extrême sud, le Nord Sahara et les oasis. Les températures, eh bien quant à elles seront plutôt agréables pour la saison. Le minimum 16 degrés du côté de Tlemcen, 17 Oran et Tiaret, 20 degrés Alger, El Bayad, 22 Djelfa, 19 Tizi Ouzou, 26 à Batna, 27 Constantine, 21 à Naba.
Au sud, 30 degrés à Biskra, 28 Gardaya, 30 à Tindouf, 36 degrés à Adrar, 29 Tamanrasset, 34 à Janet et enfin 39 degrés le maximum Ingezem. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières. Les vents souffleront entre 20 et 30 km/h sur les côtes centre et est et 20 à 40 km/h sur les côtes ouest. On va faire un petit tour cette fois-ci vers la partie sud de l'Afrique, des pluies orageuses de saison bien sûr, à Abidjan, Abuja, Bangui également, Kinshasa, Addis Abeba, Nairobi, et également du côté de Nairobi, partiellement voilé Antananarivo, Lusaka, peu nuageux à Windhoek. Le mercure affichera 23 degrés à Addis Abeba, le minimum 22 vers le Cap, 28 Windhoek, 27 degrés à Antananarivo, 32 Bangui, également à Abuja, en passant par les 31 degrés à Abidjan. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, vous avez bien suivi la météo d'Amel. En tout cas, si vous avez des doutes, vous avez quelques doutes, en tout cas questionnements, vous pourrez donc la retrouver à midi et 19h pour d'autres bulletins météo plus complémentaires, bien évidemment. Inch'Allah. Merci beaucoup, Amel. C'est moi qui vous remercie. Vous avez préparé les gâteaux. Ah oui, ça y est, c'est bon. Tout le monde sait faire ces derniers jours, ça y est, Ah oui, faire c'est les bon. achats et préparer quelques gâteaux pour Eid Oui. al-Fitr, Inch'Allah. Elle fait, comme on dit. Voilà, le makrout. Alors, Nassima me dit le makrout, peut-être. Non, 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 plus jamais. Alors, c'est vrai que Eid Saghir, c'est ça, c'est beaucoup de friandises et Exact. faites attention, bien sûr, à la ligne. Ah oui. Bien sûr. On en parlera avec Des notre sucreries. nutritionniste, Inch'Allah, durant cette semaine. Merci beaucoup, C'est moi, Amel. Amel. À C'est tout moi. à l'heure. À tout à l'heure, Bonne midi, journée. 19h. Voilà, Très et bonne puis journée. Restez attentifs Ah oui, je serai à la régie. à notre programme. Bien sûr, on va vous laisser repartir avec une belle chanson, Meherzine qui chante Ramadan. Sur le plateau, j'espère que vous avez apprécié ces rythmes et comme je vous l'ai annoncé en sommaire, nous allons parler des accidents domestiques et Dieu sait comme il y en a durant cette période puisque beaucoup de ménagères s'affairent à préparer de bons plats et surtout préparer une table bien garnie, mais malheureusement quelquefois l'accident est vite arrivé. Nous allons en parler avec notre invité, Monsieur Khaled Ouafek. Bonjour. Bonjour, merci Bienvenue. pour l'invitation. Vous êtes donc médecin spécialiste des traitements des brûlés au centre des grands brûlés d'Alger, Claudine et Pierre Chollet. Vous êtes là pour nous parler donc de ce bilan de ce mois. C'est vrai qu'il nous reste encore quelques jours avant la fin de Ramadan, mais c'est vrai que durant ce mois, vous enregistrez très souvent des accidents domestiques et notamment des brûlés. Oui, tout à fait. Sachant que les brûlés représentent la deuxième cause des accidents domestiques pour les enfants. Oui. Et pendant le Ramadan, c'est comme toutes les années précédentes, on a une augmentation des cas de brûlures chez les enfants de 0 à 15 ans. Oui. Et parmi ces tranches d'âge, la majorité, c'est entre 0 et 4 ans. Oui. Donc, et c'est des dans les enfants qui 70%. rentrent dans la cuisine alors qu'ils ne devraient pas y être et sous l'inattention peut-être des parents, ils échappent à la surveillance des parents. Tout à fait. Sachant, on sait que une brûlure peut arriver après une seconde de contact avec une source de chaleur. Oui, oui. Donc la majorité de ces cas de brûlure par accident domestique des enfants se font généralement par les liquides chauds. Oui. C'est la soupe, l'huile, l'eau, les fritures, l'huile. Ça. Et donc, on a aussi les accidents par brûlure par flamme, par des explosions de gaz. Parce que toujours par erreur de manipulation des parents généralement. Et aussi des brûlures par flamme de briquet, par flamme. Oui. Mais généralement, c'est des brûlures par les liquides chauds. D'accord. Donc, les enfants qui touchent aussi au feu, malgré l'interdiction des parents, malgré la surveillance aussi de certains parents, mais malheureusement, l'enfant, voilà, quand on voit des photos pareilles, c'est vrai qu'on échappe à la vigilance donc d'un parent. Et puis voilà, ça c'est l'accident qui est irréversible. Bien sûr, on sait qu'un contact d'une seconde avec une source de chaleur de 70 degrés peut entraîner des brûlures graves. Très grave d'ailleurs. Bien sûr. Donc les enfants, la gravité commence à partir de 5 à 10% de brûlure, de surface corporelle brûlée. Ça entraîne
ça peut entraîner même la vie de l'enfant s'il est maltraité, s'il est mal pris en soigné, charge, mal pris en charge, etc. Mhm. Donc, tous ces brûlures arrivent par soit ignorance, parce que les parents ignorent de surveiller leurs enfants, Oui. soit par manque de vigilance, surtout au Ramadan, parce qu'il y a manque de café, ils sont C'est ça. pressés, Oui. ils veulent tout. L'irritabilité, bien sûr, le manque de Bien sûr. concentration. Voilà. Ils se concentrent sur une heure fixe pour préparer tous Ouais. les plats, doivent être chauds. La tâche ménagère, tout à fait. Et là, généralement, ça arrive une heure, une demi-heure avant Avant le ftour. avant le ftour. Donc, on les reçoit juste après, avec le ftour, généralement. Alors, temps quels qu'il sont arrive. les premiers gestes à faire quand il y a un brûlé, que ça soit, et bien sûr, selon les brûlures, selon aussi avec quoi on est brûlé, si c'est de l'eau, qu'est-ce qu'il faut faire, si c'est de l'huile, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est différent, j'imagine. Bon, c'est différent concernant les brûlures, généralement par les brûlures électriques et les brûlures. Voilà, les Parce liquides. qu'il y a même des brûlures électriques, C'est vrai, malheureusement. c'est vrai. Les Ils touchent courts-circuits, câbles, les courts-circuits, prises. les prises, etc. Donc, pour les brûlures par ébouillantage, par des Oui. liquides chauds, la soupe, l'huile, tous les produits liquides chauds, donc c'est le refroidissement. D'accord, C'est le refroidissement à l'eau courante, à l'eau du robinet. d'accord. Ok. Donc, la recommandation, c'est de mettre de 15 à 20 minutes et avec à une distance de 15 à 20 centimètres. Parce que la peau peut s'enlever, hein, si jamais. Tout à fait. C'est trop proche. Donc, il faut refroidir pendant 15 minutes, 15 à 20 D'accord. minutes. D'accord. Et Premier geste. l'eau avec une température 15 à 20 degrés aussi. Hein. C'est pas l'eau Pour froide. atténuer. Parce que l'eau froide peut brûler aussi la cryothérapie et la cryo-brûlure. Oui. Donc, le premier geste, c'est de refroidir. Ça diminue la douleur, Oui. ça diminue l'approfondissement, ça arrête l'approfondissement. Et bien sûr, ça refroidit, ça arrête et ça diminue la douleur et l'approfondissement. D'accord. Et bien sûr, comme vous dites, la peau, c'est plusieurs couches, hein. Donc, plus on est la première, mieux c'est. Éviter d'aller plus bas. Bien sûr, pour les brûlures, ils sont classés en trois degrés. Premier degré, Donc, il y a deuxième. le premier degré, le deuxième degré et le troisième degré. Donc, le premier degré, ça touche la couche superficielle. Oui. Donc, le derme, il est intact. Donc, il y a Une régénérescence après. régénération de la peau sans laisser de séquelles, généralement. D'accord. Pour les premiers degrés, c'est juste une rougeur. C'est Des comme cloques. Non, il n'y a pas de cloque pour le d'accord. premier degré. D'accord. C'est une rougeur comme un coup de soleil. Très bien. Et le deuxième degré, il y a le deuxième degré superficiel, intermédiaire, profond. Donc, D'accord. et ça diffère, ça dépend le degré de brûlure. Il y a le troisième degré. Le troisième degré, elle détruit toute la surface de la peau, Tout l'épithélium, en fait. tout l'épithélium et tout le derme. C'est-à-dire il n'y aura pas de régénération automatique. On Donc, sera obligé de faire une greffe. une greffe cutanée, D'accord. une autogreffe de la personne ou bien une hétérogreffe de ses parents. Ou bien, généralement, c'est l'autogreffe. Et c'est jamais pareil, hein. Bien sûr, ça laisse une cicatrice indélébile. Exactement. C'est-à-dire à partir du deuxième degré intermédiaire et profond, ça peut laisser des séquelles à vie. Bien sûr, maintenant, il y a beaucoup de technologies qui traitent les brûlés. les séquelles des brûlures. Il y a aussi la chirurgie. Donc ça diminue l'impact, mais ils doivent être pris en charge rapidement. Voilà. Et puis bien sûr, le choc, le traiter psychologiquement aussi, le brûler, surtout si c'est un enfant, ça va laisser aussi des séquelles chez l'enfant. Il faudra bien le prendre en charge, évidemment. Bien sûr, pour les brûlures à partir du deuxième degré profond, généralement, ça laisse des séquelles indélébiles. Donc surtout si la brûlure touche le visage, par exemple. Le visage, c'est le vis-à-vis de la personne. Donc, ça peut influer sur sa vie, sur sa psychologie et son avenir parfois, parce que le visage, ça rentre dans la personnalité de la personne. Et en plus, donc, ce sont des enfants qui vont souffrir d'abord, hein, par de longs traitements, des années aussi de reconstruction aussi de la peau. Bien sûr, c'est délicat.
Il y a d'autres brûlures qui touchent des parties comme la main, c'est des séquelles fonctionnelles. C'est vrai. Si Voilà. la personne... Ça, c'est une première, c'est une rougeur qu'on vous avez citée tout à l'heure. Ce sont des rougeurs. Là, on voit donc l'image, Oui. premier oui. degré. Oui, ça Ça. c'est du premier degré. D'accord. Ça c'est des brûlures punctiformes. Ouais. Ça va. C'est récupérable, bien sûr, en faisant très attention. En faisant- Parce que si jamais il y a une petite ouverture, il peut y avoir infection. Bien sûr, il y a surtout, malheureusement, on reçoit parfois des enfants qui sont traités traditionnellement. Oui. Avec du marc de café, peut-être, avec... On a tout vu. Vous avez tout vu. On a tout vu. Justement, dites ce qu'il ne faut pas faire. Ne pas mettre de dentifrice. Pas du tout. Surtout, D'accord. il ne faut rien mettre. D'accord. Parce qu'on a vu des personnes qui mettent l'huile, Oui, même l'huile de voiture. Hein. oui, oui. On a vu De l'huile, ça reste quand même chaud, ça... Non, même s'il est froid, ça peut souiller la brûlure et ça entraîne une coloration et ça va entraver l'inspection, Le diagnostic. le diagnostic exact D'accord. pour faire la stratégie du traitement. En même temps, ça peut aggraver la brûlure par une surinfection, par Oui. une aggravation de la profondeur. Donc surtout, il faut rien mettre, il faut pas mettre la dentifrice parce qu'on va l'enlever. Oui, Et si on va l'enlever, elle va faire très mal. Donc, c'est vrai. En plus, ça sert à rien. Exact. Une sensation De froid. de froid surtout. Et elle ne traite pas la brûlure. Donc, on va l'enlever. Donc, il faut absolument rien mettre. Il faut le laver. Tout ce que vous avez vu, c'est-à-dire, vous avez vu le dentifrice, le marc de café, La tomate, le tomate. café, on a tout vu. Les lentilles, D'accord, un peu tout. oui, Voilà, oui. justement à déconseiller. C'est aujourd'hui l'occasion pour tous ceux qui nous regardent en cas de brûlure, chose à ne absolument pas faire, surtout lors des premiers gestes. Hein. Les premiers Juste après. gestes, c'est mettre sous l'eau, une brûlure sous l'eau, vite Très bien. sous l'eau, et la couvrir avec un linge propre Oui, et aller se faire consulter dans un centre le plus proche et l'idéal dans un centre de brûlée, bien sûr. bien sûr, voilà. C'est des conseils que vous donnez. Ça, c'est en cas de brûlure. En cas d'électrocution, Électrocution, il faut enlever la source de électrique. Donc, c'est par exemple une tierce personne ou un parent, là, il faut enlever le câble, le fil des fois. Il reste attaché à la personne, donc ça aggrave la personne peut mourir. il peut mourir, il peut même Électrocuter électrocuter d'autres une autre personnes. personne. Donc il faut avec une manche à balai par exemple, Voilà. du Du plastique. séparer le patient, l'enfant, bien C'est ça. de la source électrique. Et là, c'est la différence parce que la brûlure électrique passe dans les tissus nerveux et vasculaires. Donc elle passe à l'intérieur. Donc ça ne sert à rien de refroidir par l'eau de robinet ou autre chose. C'est passé déjà. Bien sûr. Et parfois, donc là, il faut surveiller surtout l'état de conscience. Est-ce qu'il fait une confusion? Est-ce qu'il a perdu connaissance? Là, c'est très important pour la prise en charge par la suite. Donc, et parfois, ça donne des troubles cardiaques. Donc, Ben oui, une consultation en cardiologie d'urgence s'impose. Oui, D'accord. parfois. Très bien. Donc, c'est différent. Et la différence, c'est pour les brûlures électriques, on ne sait pas réellement l'ampleur Des dégâts. des dégâts. Les dégâts passent à l'intérieur. Parfois, on a un orifice d'entrée, un orifice de sortie du courant électrique. Donc, ça dépend le haut voltage, l'électricité domestique, ça diffère. D'accord. Parce que ce qui est dangereux aussi, on a vu beaucoup d'enfants en bas âge, ils mettent la prise dans leur terrible, bouche. Donc, C'est terrible, c'est horrible, ça. ça entraîne des dégâts. Il faut couvrir, il faut absolument couvrir toutes les prises de courant que vous avez à la maison, surtout quand vous avez des enfants. Surveillez absolument. Bien sûr. Il faut Alors, pas liquider en des cas yeux. de brûlure, on a parlé donc des brûlés par les liquides. On peut, si on a à la maison du tulle gras, mettre du tulle gras, c'est encore mieux. Là, ça rentre dans les soins. D'accord. Dans les soins, donc les soins, il faut généralement voir un médecin de Bien sûr. préférence, un centre d'urgence médico-chirurgicale. D'accord. Donc pour évaluer, il faut évaluer d'abord la brûlure
et la classer dans quel cadre, parce que ça diffère pour le traitement. Bien sûr. Et là, il faut la nettoyer. Donc, pour mettre directement le tulle, ça empêche le pansement de coller. D'accord, c'est tout. Il n'a pas vraiment d'efficacité directe sur la brûlure. Bien sûr. Donc, surtout le refroidissement, diminution de douleur, et en même temps, ça nettoie. L'eau nettoie. Et recevoir les traitements adéquats. Voilà. En tout cas, voilà, les derniers conseils que vous donnerez aux ménagères et tous ceux qui préparent les gâteaux durant ces derniers jours de Ramadan, en plus des plats, hein, parce que ça ne s'arrête pas non plus. Donc maintenant, il ne faut pas prendre à la légère ces accidents domestiques à la maison, parce que parfois, ça donne des conséquences irréversibles. Et des séquelles irréversibles. Et ça nous, comme ils disent, c'est-à-dire ça accompagne le patient durant plusieurs années, voire toute sa vie, avec les séquelles psychologiques, donc il vaut mieux faire très attention. Voilà. Il ne faut pas se précipiter, il faut garder il faut être concentré. Oui. Et s'il y a des enfants, il faut surtout les surveiller. Il faut pas et les éloigner de la cuisine. Et les éloigner de la cuisine. Et la cuisine, c'est un laboratoire. Et il y a plein de dangers. Donc, un enfant dans la cuisine, un accident est vite arrivé. Tout à fait. Merci beaucoup pour tous vos conseils. Et puis surtout, on vous dit bon courage à vous parce que vous avez énormément de travail en ce moment avec toutes vos équipes. On vous dit merci d'avoir été notre invité ce matin. Sahaïdek. C'est bon. Merci. À très bientôt, Inch'Allah. Bon courage. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Camélia Bellel qui nous fait donc justement découvrir et vivre l'iftar du côté de Oran. On se retrouve juste après. La plage de Madar dans la wilaya d'Oran ne désemplit jamais. Durant le mois sacré de Ramadan, elle connaît la même affluence, surtout à l'approche de la rupture du jeûne. Il est 18h, de nombreuses familles sont déjà là depuis un moment. Elles profitent pleinement des dernières minutes avant l'iftar. Aux environs de 19h30, les familles s'installent pour le repas de l'iftar face à la mer afin de profiter de la belle palette de couleurs qu'offre le crépuscule. C'est la deuxième fois qu'on rompt le jeûne à la plage de Madar. Comme vous voyez, nous avons commencé à installer les tables de l'iftar. Je prépare les bougies pour les allumer pendant la soirée. Après l'appel à la prière d'Al-Maghrib, le repas est partagé dans la convivialité où les vagues jouent leur propre symphonie. Famille et amis sommes réunis autour d'un bon repas de l'iftar. C'est un plaisir. C'est une occasion pour nous de changer d'air, de déstresser, de rencontrer de nouvelles personnes. Fox, ça fait 2 ans. C'est la deuxième fois que je participe à cet iftar et j'aime beaucoup cette atmosphère. Le meilleur groupe. Après l'iftar, place à une soirée bien animée. Au programme musique, discussion entre copains, bourralette, tout en profitant de l'air iodé de la Grande Bleue. Voilà, l'iftar collectif, c'est beau en tout cas de rompre le jeûne en famille, entre amis et différemment du quotidien. En tout cas, c'est pas ce que va nous donc dire Ahmed Grigarsen, n'est-ce pas? C'est agréable, n'est-ce pas? C'est agréable, oui, ouais. C'est très intéressant. C'est cassé avec la routine. Exactement. Donc, et en plus, on est quand même une société un peu... On est très sociable, on aime être ensemble, on aime le manger ensemble. Et avant, ce qui s'est passé avec le Covid, donc, et bien avant, donc, les familles ne pouvaient pas passer un iftar sans invité à la maison. Oui, un iftar sans avoir un invité avec qui on partage n'est pas
pour les anciens n'était pas un ftour valable. Exactement. Donc c'est le mois du partage. Exactement. Voilà. Donc c'est très important. Et là, c'est l'occasion aussi de tisser des liens. Donc, c'est très intéressant. À chacun, bien sûr, son rythme. Exactement, bien sûr. Voilà. Alors, on va parler d'un théologien, on va parler d'un savant. Encore une fois, aujourd'hui, c'est Cheikh El-Mehdi Seklaoui. Exactement. C'est un érudit aussi. Exactement. C'est un alim, donc, qui est de Kabylie. En fait, le choix du nom, le choix de la personnalité, c'est la fin du mois de Ramadan. Donc, après tout un mois d'entraînement, on atteint un certain niveau de spiritualité, donc on s'habitue, puis arrive la fin. Est-ce qu'on est capable de continuer? Est-ce qu'on va céder le pas? Est-ce qu'on va récupérer le temps perdu? Oui. Donc, c'est toutes ces questions qui reviennent un peu dans la tête des gens. Les anciens avaient leurs réponses, et donc c'était la voie mystique. Donc il faut garder quand même un certain lien, un certain niveau de spiritualité. C'est très important pour la vie d'un musulman, parce que c'est pas parce que le Ramadan est fini que tout est fini. Après les tarawih. Non, bien sûr que mazal n'ensalé. Donc il faut garder le lien avec sa spiritualité. C'est très intéressant. Et anciennement, il y avait des guides pour la vie spirituelle, c'était les chouyours des tariqas, c'était les chouyours mystiques qui étaient dans cette voie. Et ils avaient leurs disciples. Donc, il y a le cheikh, il y a le mourid, et puis il y a le soulouk. Soulouk, c'est la voie, c'est le chemin, c'est la démarche, c'est très important, bien sûr. C'est ce qui manque peut-être au jour d'aujourd'hui. Exactement. Donc, revenir à ces traditions aussi, des traditions prophétiques dans le domaine. Donc, soulouk et surtout bien comprendre la religion et bien l'appliquer. En fait, c'est la pratique, intérieure de la religion. Donc, il y a tout ce qui est extérieur, donc on fait ce qu'il faut. Donc, vis-à-vis de Dahar, donc on fait la prière, on fait zakat. Mais il faut que ces actions, que ces prières aient un résultat sur l'intérieur. Il faut qu'on arrive à intérioriser les valeurs et les vertus de la religion, donc, et que ça ressorte par la suite en devenant des qualités qui soient quelque chose de vraiment, qu'on s'habitue, qu'on devienne vraiment un vrai musulman propre, honnête, et tout dans le cheminement, on arrive à se débarrasser de tous ces défauts, toutes ces fautes. Ces fautes, exactement. Donc, en commençant par al-kadhib, par saliqa, al-namima, etc., al-ghaiba. Donc, petit à petit, on arrive à effacer tout ça et on devient des personnes vertueuses. Voilà. C'est ça de bonnes pratiques de l'islam, bien sûr. Donc, alors, vous nous avez beaucoup fait voyager à travers donc, vos recherches, et surtout, à chaque présentation, il y a donc un soufi, un homme de culte qui a énormément travaillé dans sa région. La semaine dernière, c'était le Sud. Cette année, cette fois-ci, c'est la Kabylie. Et bien sûr, on revient à la Kabylie. Enfin, on essaie on a déjà parlé, parce qu'en Algérie, on va n'importe où, vous enlevez une pierre, vous avez un cheikh. Donc, vous enlevez. Donc, partout. Et on est étonné parce qu'on a fait le Mekki Ben Azzouz. Mekki Ben Azzouz, c'est Borj Ben Azzouz, dans la région entre Ouadsouf et Biskra. Donc, et là, on se dit, c'est le Sahara. Donc, vraiment, les conditions sont terribles. Les gens, à peine s'ils arrivent à survivre avec leur production. Mais on trouve là une famille plus une tribu de Halim qui ont marqué l'Orient et l'Occident musulman. Donc, encore une fois, aujourd'hui, ce shir qui a marqué aussi l'Orient, parce qu'il est parti en Syrie, il a voyagé. On ne connaît pas ses débuts, mais on peut dire qu'il est né vers 1786 dans la région de Dlis. Donc il a fait ses études, puis il s'est inscrit dans la voie mystique de Sidi Mohamed Ben Abdelrahman al-Bishtouli. Donc il a pris le wird du disciple direct de Sidi Mohamed Ben Abdelrahman, donc Cheikh Ali Ben Issa al-Maghribi. Donc il lui donne l'ijaza. Donc il yahud al-ahd, donc il rentre dans la voie mystique, et lui-même il devient un des chouyours de la voie. Donc il devient qu'on appelle ça cheikh tariqa, qui a ses disciples, qui a ses disciples, et qui est aussi à l'origine de dans la dispersion
dispersion, en tout cas, donc, Voilà. de l'islam. Exactement. Il a bien répandu l'islam dans sa région. Donc, il a plein de disciples. On imagine, donc, on n'a pas trop de détails parce que c'est des gens qui sont partis. Donc, il y a déjà, on a perdu les archives, on a perdu beaucoup de documents, on a perdu beaucoup de connaissances sur ces gens. Donc, on ne les connaît pas très bien. Ce qu'on peut imaginer, c'est que, bien sûr, c'est un cheikh qui connaissait le Coran, qui a fait ses études. Donc, bien sûr, tout de suite après, il commence à dispenser des cours à des élèves, en plus de la tariqa rahmaniya. Et puis arrive, bien sûr, la grande le grand voyage. calamité, non, pas avant, la calamité de l'occupation française, donc qui va perturber en 1830, qui va perturber toute la société algérienne. Au début, le choc, c'est Alger qui le reçoit. Donc, il y a plein de chouyoukh et de alim d'Alger. Ou bien ils sont tués, ou bien ils sont forcés à s'exiler, ou bien ils prennent leur réserve, donc ils quittent un peu leur région natale dans laquelle... La région, ils se déplacent, ou bien ils quittent carrément la vie publique, donc ils rentrent, donc ils s'isolent, parce que sinon ils vont contacter, donc ça les perturbe, ils sont vieux, ils sont d'une certaine classe, donc, et puis la Kabylie qui est toute proche, donc elle reçoit donc, automatiquement l'information, et puis c'est aussi un choc. Donc commence la résistance. L'un des disciples de Cheikh Sklaoui, Cheikh Ben Salem, devient un des lieutenants de l'Amir Abdelkader, donc il s'inscrit dans la résistance. Et puis tout de suite, il voit que la résistance petit à petit commence à perdre le pas et il décide de partir. Donc il décide déjà de partir en 1847, d'après les dates qu'on a, et il quitte l'Algérie à travers le port de Delles. Donc il loue un bateau et là, c'est un peu curieux parce qu'il ne choisit pas de s'exiler à l'intérieur de l'Algérie, ni il va à Tunis, ni en Égypte, sinon il choisit de partir en Syrie. On ne sait pas pourquoi ce choix, mais apparemment c'est le premier qui est parti en Syrie. Il est arrivé en Syrie avant l'Amir Abdelkader, parce que l'Amir Abdelkader, il va faire un chemin un peu plus long, il passe par Amboise, et puis il passe par la Turquie, et puis il revient à Damas. Lui, il va directement à Damas, il s'installe. Donc, il devient enseignant à la Zawiya al-Khaydariya. Et là, il continue aussi à travaille sur les Zawiya d'ailleurs. Exactement, bien sûr, parce que quand les Algériens sont arrivés en Syrie, il y avait certaines madrasas et certains Zawiya qui étaient fermés. Donc, ils participent à la rénovation du savoir en Syrie et dans tout l'Orient. Et ils arrivent, donc, et l'arrivée des Algériens dans toutes les contrées islamiques, c'était aussi une alerte à tous ces pays. Voilà ce qui vous attend, parce que nous, on a reçu le premier coup, donc vous allez être les suivants. Le colonialisme. Voilà, exactement, qui va arriver. Et donc, dans certains pays, il arrive en Tunisie, c'est 50 ans après. En Syrie, c'est presque 80 ans, 90 ans après. Donc, tous les pays musulmans vont revivre l'histoire, mais ils vont trouver l'arrivée de l'occupation, par exemple, française en Syrie, va trouver toute une classe de Syriens qui étaient plus ou moins préparés parce qu'ils ont été alertés par les Algériens. Justement parce que Cheikh Mehdi Sklaoui, quand il part en Syrie, il part avec aussi Cheikh Mohamed Salah Smaouni, qui est le père de Cheikh Tahar al-Jazairi. Tahar al-Jazairi, tout le monde sait le rôle qu'il a joué dans l'éveil et la nahda du monde islamique au début du XXe siècle. Bien sûr, naît cette amitié entre la Syrie et l'Algérie, bien sûr, cette belle amitié aussi. Pour eux, même pour, je pense, quelque part, comme pour nos grands-parents, les frontières n'existaient pas dans leur tête. C'est vrai. Je me souviens quand mon grand-père parlait de Tunisie, ses voyages. Donc, on voyait que pour lui, il n'y avait pas de frontières. Donc, ce n'est que maintenant, surtout avec le football, c'est vrai, que ces aspects de frontières, exactement, qui ont fait que c'est bon, on est imprégné. En plus d'avoir des vraies frontières, on a les frontières au niveau mental. Mental, exactement. Donc, c'est un peu ça. Donc, là, on voit une image, c'est le manuscrit, parce qu'on a de lui une trace. C'est une mandoma, donc c'est un poème didactique dans la voie mystique. Donc, dans Soulou, qu'ils appellent ça dans l'Orjouza fi Soulou, le mandoma Sklaouia. Et là, il explique plusieurs aspects. C'est des aspects très importants dans la voie mystique. Quand quelqu'un veut s'inscrire dans cette voie,
quels sont ses devoirs, quels sont ses droits, quels sont les devoirs de son cheikh et comment procéder. Donc, c'est une recette, la démarche qu'il faut. Donc, tout est inscrit est pris de la religion, donc tout est de la Sunna ou du Coran. Là, on voit une copie du Coran qui a été écrite par le fils de Cheikh Al-Mahdi Sklaoui. Donc, c'est une copie écriite de sa main. Là, en 1860, voilà. Ça, c'est l'Hijra al-Jazairiya Nahw Bilad al-Sham. C'est un travail très intéressant fait par feu Ammar Halal Rabbi yarhamou. C'est un travail de doctorat qu'il a publié où il parle de la communauté algérienne exilée donc, en Syrie. Et depuis depuis 1847, donc la première vague, jusqu'à 1918, donc avec le départ de Cheikh, on en a parlé, Cheikh Ben Idriss. Donc c'était 1911. Donc il y avait, c'était vague après vague. Là, c'est un très beau travail. Il parle un peu. C'est un travail très documenté, basé sur des archives. Il est très intéressant. À la suite, donc on a Tabaqat, la Tariqa al-Khalwatiya de mon ami l'Oustad Abdelmoun'im Qassimi, qui a beaucoup travaillé sur la Tariqa Rahmaniya. Donc là, il parle de différentes génération génération et les Zawiya, le réseau de Zawiya, les alim qu'a pu produire Rahmaniya et les grands résistants de la tariqa Rahmaniya, notamment Cheikh Al-Haddad, notamment Boubrla, notamment Lela Fadman Soumer. Donc tout ça, le Mokrani lui-même, donc c'est des exemples dans la de résistance. Exactement, ils étaient et puis de alim. Donc c'est pas une tariqa mystique tout simplement, donc elle a produit beaucoup de savants, et c'est le cas pratiquement de toutes les tariqas en Algérie. Conscients de leur société, à l'appel donc de leur société aussi, toujours avec ce qui se passait, avec l'occupation. Exactement. Avec, en fait, dans l'islam, donc on ne peut pas être alim en s'isolant de la société parce qu'on est sollicité. Si on sait, on est sollicité par la société, au moins par la fatwa. Et les fatwas, les questions qu'on reçoit, ce n'est pas des questions tous les c'est les ablutions, donc tout le temps sur les ablutions, sur le partage de l'héritage, mais il y avait beaucoup de fatwas d'actualité. Donc, est-ce qu'on fait le vaccin, on ne le fait pas? Est-ce qu'on admet ceci? Est-ce que, je ne sais pas, quand le pistolet est arrivé, l'escopette est arrivée, donc il devait donner une fatwa, donc il devait être actualisé. Un alim qui actuellement, qui ne vit pas l'actualité n'est pas un alim. Donc, par exemple, tomber maintenant un alim qui n'a pas de compte Facebook ou qui ne sait pas ce que c'est qu'Internet, donc il est dépassé. Donc c'est un alim qui aurait dû vivre au 18e, au 19e siècle. C'est pas un alim du 20e. Non, sinon c'est pas un alim. C'est comme par exemple avec les questions de la société actuelle. Dans les langues occidentales, on fait la différence entre un homme de culture et d'intellectuel. Nos alims doivent être intellectuels. Ils doivent être engagés dans la société. Sinon ils le sont pas. Donc mais en même temps, ils cultivent aussi la voie mystique, parce que le fait d'être alim peut aussi conduire à l'autosuffisance, certaines obligations aussi, et comme vous le dites, l'autosuffisance, c'est dangereux aussi. C'est dangereux pour un alim. Il faut continuer à chercher, continuer à s'informer, à cultiver l'humilité, la modestie, c'est très important, et c'est ce que font nos alims à travers ce genre de mandoma de Cheikh Al-Mahdi Sklaoui. Voilà, Cheikh Al-Mahdi, comme je l'ai dit tout à l'heure, a en tout cas été aussi très important dans la dissémination donc de l'islam dans la région surtout. Exactement. Et même au-delà, puisqu'il a il a voyagé, et ça a permis aussi à Damas, il a eu par exemple comme disciple un gouverneur, Ahmed Raghib Bacha, c'est le gouverneur de Damas, qui est venu chez lui apprendre bien sûr des cours sur le mysticisme, parce que un gouverneur, il est tout le temps sujet à certains défauts, notamment l'abus d'autorité, notamment donc, toutes ces disproportions de l'ego. Donc, quand il rencontre un cheikh mystique comme ça, donc il essaie un peu de l'amadouer. Il s'abreuve de ses conseils. Exactement, de l'humilité, la modestie, de rifq ar-rahma. Donc, c'est très important. Le hilm, c'est quelque chose de très important qu'un gouverneur doit apprendre. Donc, notamment, Ahmed Raghib Bacha, quand il est parti,
s'inscrire dans la voie mystique de Cheikh al-Mahdi Sklaoui. Donc, on a parlé de son gosse. Il a laissé un fils. On lui connaît un fils et une fille. La fille, il l'a mariée à l'un de ses disciples qui est parti avec lui de l'Est, donc Ibn Mubarak de l'Est. Donc, c'était le disciple à qui il a marié la fille. Et puis, le fils on a l'une de ses traces, donc il a copié un Coran. On a vu la calligraphie, elle est très soignée, elle est très belle, c'est une très belle copie du Coran. Donc, et là, en tant qu'Algérien, donc on est tout fiers de ces gens. J'ai trouvé le nom, le Mahdi Sklaoui, dans Facebook. Donc, j'ai contacté la personne, c'est un Syrien. Je lui ai dit, est-ce que vous êtes descendant? Donc, je cherchais un peu ce qu'il y a une descendance. Je trouve le nom, je lui envoie. Est-ce que vous êtes descendant de Cheikh al-Mahdi? Il me dit non. Mais j'ai lu sur le bonhomme, il m'a beaucoup intéressé. J'ai décidé d'utiliser son nom en tant que username sur Facebook. D'accord. C'est en tout cas qu'il y aurait une belle coïncidence. Exactement. Et ça dénote un peu l'importance de ces gens ailleurs qui sont méconnus ou inconnus chez eux. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, une belle découverte ce matin, encore une fois. Un beau voyage que vous nous avez offert. Ça continuera, bien sûr, chaque semaine avec Ahmed Grigarson. Comme chaque mercredi matin, il est là pour nous rappeler un petit peu notre histoire et surtout l'histoire de ces chouyours qui ont tant fait pour faire connaître aussi la religion et l'installer dans différentes contrées d'Algérie. Merci beaucoup. Merci Ahmed. à vous. Sahaïd comme avant, c'est bon week-end. Alors, vous avez prévu de faire quoi le jour de l'Aïd? Ah, bien sûr, la prière et puis la visite, parce que les visites familiales sont permises cette année. Cette année, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'obligation, de restriction. Donc, j'irai voir la famille, j'essaierai. Bon, ce que nous permettra de faire nous permettront de faire les encombrements et la circulation. Inch'Allah. Sahaïdkom, Inch'Allah, même les machines, Sahaïdkom, Inch'Allah. Sahaïdk, merci beaucoup. Et puis à mercredi prochain, Inch'Allah. On continue bien sûr notre programme. Je vous invite tout de suite à aller découvrir les mets et certains savoir-faire de chaque région, bien sûr, dans l'art culinaire. Cette fois-ci, c'est une boisson renommée dans la région. Ça s'appelle Wazwaza. C'est donc, en tout cas, une boisson très prisée dans la région de Oued-Souf. On se retrouve juste après. L'ouzouaza, une boisson traditionnelle très connue à Oued-Souf. Un breuvage fait maison composé d'infusions de plus de 40 plantes aromatiques, adoucies avec la pâte de date. سميت الوزوزة هي تتوزوز معناها كي تشربها في لسانك هي تعطي توزوزة في اللسان. On l'appelle wazwaza car elle a un goût légèrement piquant. C'est une boisson qui contient des plantes aromatiques avec un goût un peu amer et piquant. On nettoie la pâte de date, on y ajoute des plantes aromatiques. Le tout est conditionné dans des sachets en plastique ou dans des bouteilles. On ajoute de l'eau et on laisse macérer toute la journée. L'ouzouaza, une boisson désaltérante et nutritive, très prisée en période de forte chaleur, mais aussi pendant le mois de Ramadan. Comme il fait très chaud dans notre région, on consomme beaucoup cette boisson durant le mois de Ramadan, car elle diminue la sensation de soif. C'est une boisson traditionnelle, on la consomme beaucoup pendant le mois sacré, elle est très connue à Oued-Souf. Une boisson désaltérante très prisée par les populations du Sud en quête de rafraîchissement, qui tente d'ailleurs de perpétuer cette tradition, notamment durant le mois sacré, où elle est offerte aux proches et aux voisins. De retour sur le plateau, vous avez pu voir cette boisson, et oui, qui est vendue dans des sachets en plastique. Ça, c'est pas très bon. C'est ce que va nous donc dire notre invité, Monsieur Mohamed Toumi, membre de l'Association algérienne des consommateurs, qui est avec nous à chaque fois qu'on doit parler de consommateurs et de préserver nos consommateurs. Monsieur Toumi, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, là, c'est le mec. Toujours à faire donc des alertes et avertir surtout et prévenir le consommateur. Alors, vous êtes venu aujourd'hui avec 2 sachets. Je suis venu avec 2 sachets, bien sûr. Oui. C'est ce qu'on appelle, on sherbet. Sherbet, généralement, elle est connue, elle est préparée à Blida et Boufarik. Votre année... dans le reportage, on a pu voir aussi ce fameux breuvage qui se fait dans la région de Oued-Souf, aussi, Wazwaza.
Beaucoup plus, c'est une boisson anonyme. C'est, comme on appelle ça, un objet non identifié. Oui, pas de traçabilité. Aucune traçabilité, aucun étiquetage. Oui. Vous avez différentes couleurs. Qui peut me dire que peut contenir ce sachet et l'emballage lui-même, est-il alimentaire ou pas? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont mis à l'intérieur de ce sachet avant de mettre ce produit? Et on retrouve ça malheureusement chaque Ramadan dans certaines étals, quelquefois même à même la rue, hein, pas de comptoir, pas de magasin précis, c'est en plein air avec la chaleur. C'est exposé en plein air. Dans des conditions lamentables. Vous savez, il y a, si ma mémoire est bonne, il y a 5 ans de ça, nous avons eu une information au niveau de la daïra de Boufarik, où ils ont dénoncé un fabricant, c'est un groupe de jeunes qui fabriquaient dans des caves des immeubles cette sherbet. Et ça, c'est au niveau de la daïra de Boufarik, la commune de Boufarik plus exactement. Et j'étais vraiment étonné de voir fabriquer dans des baignoires récupérées. En plus. Même l'eau est douteuse. Il y avait l'intervention de la direction du commerce de la wilaya de Blida. Heureusement, ils ont arrêté tout un groupe qui fabriquait, ils mettaient à l'intérieur du sachet une tranche de citron pour attirer le consommateur voilà. Pour lui donner soif. Exactement. Et durant Ramadan, c'est vrai que beaucoup sont tentés par ces breuvages parce qu'ils ont encore faim, ils ont soif, et ils veulent justement... Attirés par les couleurs. Attirés par les couleurs et semble-t-il, c'est fait de manière naturelle, c'est des produits, donc vous savez, les vrais citrons. Nous avons analysé ces produits, bon, il y a 50 ans. Ça contient de l'acide cidrique. Pour fabriquer ce produit en utilisant l'acide cidrique, il faut être un chimiste de formation. Oui, exactement. Le dosage est très important. Bien sûr, et on risque de se faire percer son estomac en dégustant, en buvant ce produit. Exactement. Donc je déconseille aux consommateurs ou tous nos téléspectateurs et téléspectatrices de ne pas acheter cette sherbet. Il n'y a aucun étiquetage. Achetez la sherbet, fait dans de très bonnes conditions, bien emballée, avec étiquetage, ça se vend. Hein. Oui. Ça se vend, il y a une traçabilité au moins. Si jamais il y a une intoxication, vous pouvez aussi aller vous plaindre, aller vers l'association des consommateurs. Ou bien aller directement à la direction du commerce de la wilaya concernée. C'est plus pratique, on gagne du temps. Voilà. Bon, ils sont les bienvenus. Vous faites vos jus chez vous, carrément. Oui. Les sherbets, c'est facile en principe avec une bonne citronnade et c'est bon. Éviter d'utiliser l'acide citrique. Voilà. Parce qu'on ne connaît pas quelle est la dose que nous mettons dans une quantité d'eau bien précise. Là, ici, quelle est la quantité qu'ils ont utilisée dans l'acide citrique? On ne peut pas le savoir. C'est vrai. Donc, à éviter au maximum, ne pas acheter. Alors, qu'est-ce que vous faites sur le terrain, justement, pour essayer de dénoncer ce genre de pratique durant Ramadan? Parce que c'est aussi l'appât du gain, c'est l'argent facile, et surtout, pour le consommateur qui n'a pas trop de moyens, il va se tourner vers ce genre de produits. Mais ce consommateur, s'il a une conscience, il devrait pas acheter ce produit parce que ça va lui coûter peut-être plus cher pour sa santé. Oui. Donc il risque une perforation d'estomac. Si l'acide citrique, la dose de l'acide citrique est plus élevée par rapport à la quantité d'eau, donc il met sa santé en danger. Oui. Donc avant même pas, nous attendons pas uniquement le mois de Ramadan pour sensibiliser les consommateurs. Du fait que je suis là pour les sensibiliser. Voilà. C'est une démarche de sensibilisation. Voilà. Exactement. Donc, nous avons, durant le mois de mars, c'était exactement le 21 mars, nous avons organisé une journée d'études et d'information au niveau de la wilaya d'Oran sur le mode de consommation de la famille algérienne. Et nous avons transmis toutes les recommandations à plusieurs ministères, aux autorités compétentes, le ministère de l'Agriculture, Commerce, la Santé, l'Industrie, y compris le Premier ministère. Donc, voilà, durant l'événement que nous avons organisé, le consommateur algérien doit changer son mode de consommation.
Parce que, bon, c'était exactement pas uniquement la sherbet. Oui, on est tenté durant Ramadan. C'est vrai que beaucoup... On consomme beaucoup de pain. Et nous avons parlé également... Du gaspillage du pain. Le gaspillage du pain, c'est un gaspillage et en même temps, on débourse beaucoup d'argent, on achète beaucoup de variétés de pain. Si vous avez remarqué, durant le mois de Ramadan, le mois sacré, il y a une variété de pain. Pain aux olives, pain à l'huile d'olive, du pain au lait, différents pains. Donc, nous avons vu que durant le mois de Ramadan, les gens gaspillent énormément et il y a des gens qui sont perturbés financièrement durant ce mois sacré. Oui. Et pourtant, nous avons, comme on dit, presque un repas complet et un demi-repas. Sahur, c'est juste, généralement, on mange un plat de couscous qui est économique. Voilà. Mais durant le ftour, le repas revient excessivement cher pour la famille algérienne. Et nous avons constaté, il y avait dans la Société algérienne de nutrition que durant le mois de Ramadan, le père de famille dépense 3 fois son salaire. Ben oui. Et selon le ministère de la Santé, ils ont dit que 90% du cancer du côlon provient de la consommation du pain fait à base de farine blanche. Oui. Les améliorant encore une fois. L'améliorant et la farine planifiable, elle n'est pas bonne à la consommation. Donc je recommande à partir de ce plateau aux consommateurs de consommer du pain complet. C'est vrai que c'est beaucoup plus nutritionnel. Beaucoup plus de frénésie durant ce mois. Donc on mange avec nos yeux et on est tenté. Et comme vous nous l'avez si bien dit plusieurs fois à chaque fois que vous veniez, il faut faire ses courses le matin. Vous avez encore le ventre plein et vous n'avez pas encore trop de tentations. Évitez de faire vos courses le soir ou dans la fin de journée, les après-midi. Vous commencez à avoir faim et d'où vient cette frénésie excessive d'achats multiples dans tout genre et surtout avoir plusieurs porte-monnaies aussi dans la famille, c'est-à-dire chacun va acheter de son côté et ça c'est mauvais. C'est mauvais. Et nous avons également organisé le 23 avril, c'était samedi passé, une conférence de presse au Forum d'El Moudjahid. Très bien. Et c'était justement, nous avons lancé l'alerte de la frénésie. Éviter d'acheter, d'être tenté à tout bout de champ. Les achats compulsifs. Oui, c'est à éviter. Il faut être vraiment organisé. J'ai dit toujours, avant de sortir de la maison, faites une liste. Faites une liste avant d'aller au marché. Parce qu'il ne faut pas dépasser la liste. Sinon, si vous dépassez votre liste, votre portefeuille ou porte-monnaie va subir des conséquences. Vous n'arrivez pas à arrondir les 2 fins du mois. Voilà, il faut aller, surtout chez son épicier, non pas aller dans des grandes surfaces, parce que les grandes surfaces, c'est aussi des tentations. Merci beaucoup, Monsieur Toumi. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes membre de l'Association algérienne des consommateurs et aujourd'hui, vous nous avez fait l'alerte aux, bien sûr, boissons douteuses que vous retrouvez sur certaines étals. Merci beaucoup de vos conseils. Et je vous dis à l'avance, et bien sûr, à toute l'équipe de l'association, on vous dit une bonne fête également. Merci très bientôt. Beaucoup. Merci. Voilà, on va vous présenter tout de suite un reportage. C'est dans la région de Biskra, donc la cérémonie de circoncision. Et c'est vrai que le 27e jour, c'est aussi de rigueur pour beaucoup de musulmans. Donc c'est un reportage signé Semira Hadjamar. Des us et coutumes ancrées en Algérie, en particulier à Biskra, avec cette cérémonie de circoncision collective de petits garçons qui a réuni plusieurs familles de la région dans une soirée ramadanesque où les anachids ont été entonnés jusqu'à l'aube. C'est la wilaya de Biskra qui nous a organisé cette soirée à l'occasion du mois sacré de Ramadan. Une soirée dédiée exclusivement à la circoncision de nos enfants. Nous conservons encore ces us et coutumes. Je les remercie et que Dieu les garde. Durant cette cérémonie placée sous le signe de la solidarité et de la convivialité, plus de 40 garçonnets ont été circoncis. Nous voici dans les derniers jours du mois sacré de Ramadan et à cette occasion, le Wali a distribué plus de 1400 tenues pour les enfants de toutes les communes de la wilaya. Il a tenu à être présent personnellement à la circoncision des 45 enfants.
Comme chaque année, nous participons à toutes les cérémonies, à l'instar de cette cérémonie de circoncision collective. Ce sont nos coutumes à Biskra en particulier et en Algérie en général. Pour rappel, des associations et des représentants de la société civile sont également à l'origine de cette initiative. Voilà, de retour sur le plateau, nous allons recevoir comme il se doit notre invité, c'est Monsieur Hachedi Abdelhamid, qu'on reçoit, donc on a reçu tout au long de Ramadan dans notre émission chaque vendredi matin avec toute l'équipe. Monsieur Hachedi, bonjour, bienvenue parmi nous. Vous êtes membre du ministère, du ministère des Affaires religieuses et des Waqf, et vous êtes là pour nous parler de Laylat al-Qadr. C'est vrai que ces derniers jours de Ramadan sont très importants pour tous les musulmans du monde entier, tous ceux qui vont s'atteler à finir, comme on dit, Khitamat al-Qur'an aussi, c'est très important. Tout à fait. Comme il est su et connu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiquement partagé le mois de Ramadan en 3 décades. L'Ashr al-Awail, les 10 premiers jours, les 10 derniers jours, et ceux qui sont au milieu, et les 10 derniers jours. La décade la plus importante, la plus sensible, je dirais, la plus cruciale, c'est la dernière décade, l'Ashr al-Awakhir. Les 10 derniers jours de Ramadan et les 10 dernières nuits de Ramadan. Parce que justement, on ne connaît pas la datation exacte de la nuit sacrée, du destin. La nuit du destin. Allah Azza wa Jalla a réservé la place de la nuit du destin dans la dernière décade. Et ça a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait que Allah Azza wa Jalla nous a accordé ce grand moment de grâce. Et il l'a bien situé dans la dernière décade. Bien sûr, au premier temps, Laylat al-Qadr était bien connu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par certains compagnons. Et quand il a voulu divulguer, partager cette connaissance avec ses compagnons, en sortant de sa maison, il a trouvé et il a rencontré des compagnons, des sahaba qui étaient en querelle, qui se chamaillaient. Sur cette fameuse date. Sur cette fameuse date, bien sûr. Alors, Allah Azza wa Jalla l'a levé. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam j'allais vous dire, j'allais vous annoncer le moment juste de ce moment de grâce, mais comme vous êtes dans cette chamaillerie, comment dirais-je, donc Allah Azza wa Jalla rafa'aha. Et je pense personnellement que je crois que à mon avis, qu'Allah Azza wa Jalla a bien fait de la cacher. Exactement. Ça permet à beaucoup de musulmans d'être plus en adoration. Mais justement, de multiplier les efforts, de résister, parce que c'est un moment de résistance et d'endurance. Arriver à terme, c'est pas facile. C'est vrai. Pour certains, le finish, le dernier 100 mètres, il est plus difficile que les 100 mètres. Continuer la lecture du Saint-Coran et surtout rester, s'abstenir de certaines pratiques et rester toujours dans l'adoration du Coran, bien sûr l'adoration de Dieu, et bien entendu rester dans les bonnes pratiques de l'islam. Bien sûr. Se contenir. La coutume qui est vraiment très respectée chez nous, c'est celle de finir le Coran Laylat al-Sab'a al-Ashrin. C'est une coutume qui est très chère à nos parents et qui restera, Inch'Allah. Donc les gens se dévouent, se consacrent à lire le Coran tout le long du mois de Ramadan et ils essayent de finir la lecture du Coran, Laylat al-Sab'a al-Ashrin. Bien sûr, il y a d'autres pratiques qui sont vues et considérées pendant cette dernière décade. Le fait de lire le Coran, le fait de faire des invocations, le fait de méditer. Les gens croient que Qiyam al-Layl est uniquement faire les prières de Qiyam al-Layl.
Oh. C'est faux. Qiyam al-Layl se fait avec beaucoup de formes d'adoration. Le fait de méditer يعتبر قياما. أن تتفكر وتتدبر في خلق الله. هاك مريح في الدار ولا في لاطيراس تاعك وأنت تتفكر في خلق الله. هذا قيام. Le fait de faire des invocations. أن تذكر الله عز وجل. هذا قيام كذلك. Donc, il ne faut pas croire que le qiyam, c'est uniquement se lever, faire des ablutions et faire une prière. On peut consacrer notre dernière partie de la nuit, les thuluth al-akhir min al-layl, avant l'aube, à faire ces pratiques qui sont très considérées par Allah Azza wa Jalla. Exactement. Et ces pratiques sont aussi retrouvées partout dans le monde musulman d'ailleurs. Hein. Bien sûr. Il faut prendre en considération la valeur et le statut de cette nuit qui est un moment de grâce très, très important dans la vie du musulman. Et là, je dirais que j'espère, Inch'Allah, tout le monde va coïncider, va être parmi ceux qui auront cette grâce. Mais je dirais aussi à nos frères musulmans en général que من أخطأ ليلة القدر لا يمكنه أن يخطئ الله عز وجل. Si on rate la nuit du destin, en dormant ou bien même en faisant le qiyam, mais pas de manière assidue. Bien sûr. Donc, نقدر نخطأ ليلة القدر لكن الله عز وجل موجود في كل وقت وفي كل مكان. فأينما تولوا فثم وجه الله. Donc, ne perdez pas espoir. Certes, c'est un moment de grâce qui est très, très, très important. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal سماها ليلة القدر qui veut dire en arabe ليلة الشرف, ليلة القيمة, la valeur. Là, on peut gommer aussi ses péchés. Certains musulmans peuvent aussi, grâce à cette nuit. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. C'est-à-dire, ayez confiance en Allah Azza wa Jal. Il est grand, il est miséricordieux, il est clément. Il suffit de se présenter devant lui. Il suffit de se manifester pour recevoir cette grâce divine. Faut être, je l'ai déjà dit une fois, pour s'acquérir de cette grâce, il faut être là où il faut, quand il le faut, et faire ce qu'il faut. Exactement. Alors, ça a été aussi une nuit bénie donc, pour notre prophète. Bien sûr. Donc, ça, encore une fois, c'est rappeler toute la grandeur de cette nuit. Justement. Et de ces derniers jours. Elle s'appelle Laylat al-Qadr. C'est-à-dire Laylat al-Qadr, la valeur et l'honneur, Laylat al-Sharaf, parce que ce mois a eu l'honneur de recevoir la révélation divine. Exactement. Il a été révélé Laylat al-Qadr, le 27e jour de Ramadan. Et d'ailleurs, toutes les révélations précédentes ont été descendues pendant le mois de Ramadan. Il y a un hadith authentique rapporté par Sahaba où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Suhuf Ibrahim Nazalat a été révélé le 20e jour. مثلا التوراة موسى a été révélé le 23e jour. L'Injil a été révélé le 25e jour. Le Coran al-Karim a été révélé le 27e jour de Ramadan. Donc, c'est toujours Ramadan. C'est le moment où Allah Azza wa Jalla a choisi ce mois. C'est Allah Azza wa Jalla de choisir. Il a choisi ce mois, il a choisi cette nuit. Et c'est pour ça qu'elle a eu cette valeur et cet honneur de recevoir la révélation divine. Du jour et surtout de ces derniers jours de Ramadan qui sont très importants. Et durant ces derniers jours de Ramadan, on pense aussi à Zakat al-Fitr. Là encore une fois, c'est très important aussi à tous les musulmans qui est jeûné ou qui n'est pas jeûné pour des raisons ou pour une raison pour une autre, doivent s'acquitter d'une zakat. Voilà, justement. Donc, Zakat al-Fitr est une obligation pour tout musulman qui possède la nourriture d'une journée.
Oui. Il suffit de posséder la nourriture d'une journée. Et vous êtes redevable pour donner cette aumône, cette zakat. Donc, le moment, il est défini par Nabi alayhi salam. Le terme, c'est avant la prière de Salat al-Eid. Avant, on peut la faire sortir l'imam Shafi'i le premier jour de Ramadan. Mais pour nous, ceux qui appartiennent au rythme malikite, pour nous, c'est la faire sortir après Laylat al-Qadr. Donc, le ministère des Affaires religieuses et des Waqf a fait un appel. Il a fait un appel aux imams, à toutes nos structures qui appartiennent au ministère, pour commencer cette campagne de collecte le 15e jour de Ramadan. Donc, on a commencé la collecte le 15e jour, mais la donnée, c'est à partir du... après Laylat al-Qadr, bien sûr. Et bien sûr, avant Eid al-Fitr. Avant Salat il faut, sinon elle sera considérée comme un simple don. Exact. Et le musulman restera toujours redevable. Il doit verser cette... Il doit s'acquitter قال هي طهرة للصائم وطعمة للفقير. Donc c'est une forme de réparation. En donnant cette zakat, c'est que le musulman est en train de réparer quelques peut-être quelques erreurs, quelques imperfections, bien sûr. Voilà. Alors, on peut aussi savoir, vous nous l'avez expliqué, la valeur, bien sûr, de cette zakat se fait en espèces ou en nature. On peut la donner, en tout cas en nature ou bien comme sûr. Se faisait à l'époque. Nabi alayhi salatu salam a demandé en premier, bien sûr, de la faire sortir en nature, en nourriture, bien sûr. Et c'était la manière la plus simple et la plus facile pour les gens à cette époque. Mais l'imam Abu Hanifa, bien sûr, parmi les ulama al-arba'a, al-aïma al-arba'a, l'imam Abu Hanifa a bien vu le problème ou bien la problématique et il a bien sûr donné la fatwa qu'on peut la faire sortir en espèces, en argent. Et cela ne vient pas de n'importe quoi. Il y a une comment dirais-je, il y a un sanad shar'i. Le fait que le Nabi alayhi salatu wassalam, Mu'adh ibn Jabal, il a envoyé Mu'adh ibn Jabal, celui qui était le plus savant du halal et du haram. A'lamu as-sahabati bil halal wal haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen pour faire la collecte de zakat. En arrivant au Yémen, Sayyidina Mu'adh ibn Jabal a vu qu'il y a des marchandises, il y a des choses qui sont plus bénéfiques aux gens de Médine que de rapporter la semoule ou bien les produits alimentaires. Alors il leur a demandé, donnez-nous les vêtements que vous tissez. C'était pratiquement le Yémen, c'était un marché un grand connu marché et célèbre. Oui, sûr. Donc il leur a demandé ça, et en revenant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été blâmé. C'est-à-dire, quand on donne une définition de la sunna, c'est soit les paroles qui demandent ou qui يعني أقوال النبي صلى الله عليه وسلم إما أمر ولا نهي ثم أفعاله les actes accomplis par le prophète صلى الله عليه وسلم et en dernier tout ce qui a été أقره النبي عليه الصلاة والسلام يعني des choses qui sont produites devant le prophète صلى الله عليه وسلم et il n'a pas nié, il n'a pas refusé. Bien au contraire, il les a retenus. Il les a retenus. Voilà. On peut considérer ça comme كيفاش نقولوا إقرار. Une décision Une décision, mais qui n'est pas déclarée. Ça veut dire, je suis d'accord en me taisant. D'accord. Voilà. Okay. Donc, النبي عليه الصلاة والسلام قبل هنا هاو فعل وإقرار قبل منه الصدقة هذيك اللي جابها en forme de vêtements
Donc, عندنا سند عند النبي صلى الله عليه وسلم, ceux qui disent que non, il faut la faire sortir en produits alimentaires. D'accord. Donc, on peut donner une somme précise selon... Bien sûr, elle est évaluée à 120 dinars par personne. Donc, le musulman doit faire sortir la zakat sur lui et tous ceux qui sont à sa charge. Voilà. Sa femme, ses enfants, ses parents s'ils sont à sa charge. D'accord. Bien sûr. D'accord. Et les personnes qui sont aussi célibataires, ils peuvent aussi... Bien sûr, on a bien dit. Tout musulman, bien sûr, qui a dépassé l'âge de puberté, qui est productif et qui possède la nourriture d'une journée. Il suffit de posséder la nourriture d'une journée. Ça veut dire qu'il faut être riche. Voilà. Et qui peut être bénéficiaire? Un membre de la famille peut être bénéficiaire, une personne tout qui est dans... Tout nécessiteux et les plus proches sont prioritaires. Le Nabi alayhi salatu wa sallam قال هي صدقة وصلة رحم. Donc donner aux proches, يولي عندك الأجر multiplié, il sera multiplié. Donc راك مديت صدقة, مديت زكاة تاعك et en plus راك وصلت الرحم تاعك. Très bien, يعطيك الصحة Monsieur Hachadi. Donc c'est toujours un plaisir de vous recevoir et surtout que vous êtes très occupé en ce moment avec le concours, de Tilawat al-Qur'an en ce moment. Et d'ailleurs vous allez faire une cérémonie ce soir pour donner des prix aux plus méritants. On a clôturé le concours avant-hier et on a trois bien sûr lauréats pour ceux qui ont dépassé l'âge de 25 ans, parce qu'on a deux catégories et ceux qui sont moins de 15 ans. كاين صغار الحفظة المسابقة التشجيعية لصغار الحفظة وكاين pour ceux qui ont dépassé l'âge de 25 ans. Bravo en tout cas, ils seront heureux en tout cas de recevoir ce prix. Merci à vous Sahar Mdanek encore une fois. Et puis à très bientôt Monsieur Hachadi. Voilà, on continue notre programme. Je vous invite tout de suite à suivre ces images d'Algérie et puis on se retrouve juste après. Voilà, dernière ligne droite donc, de notre émission. On la termine avec nos amis. Lilia Benassar, bonjour. Bonjour Amel, très bon réveil à tous. Bienvenue, en tout cas parmi nous, comme chaque mercredi matin. Et Imad, l'Amouri, qui est parmi nous chaque mercredi. Vous êtes matinal, vous travaillez, vous préparez. Ouais. Ramadan tire à sa fin. Vous allez reprendre vos habitudes et on va reprendre notre routine. Lesquelles? Les habitudes. On en reparlera après. Voilà, on va parler donc de l'agenda culturel. On va commencer tout de suite. La dernière semaine, évidemment, ça y est, une fois que vous avez pris le rythme, ça y est, ça va s'arrêter. Les soirées de Ramadan, bien sûr. Vous allez nous
tout nous dire sur ces dernières soirées? Tout à fait, Amel, profiter justement des quelques dernières soirées qui restent et pourquoi pas aller à l'événement Ramadan au Palais qui se poursuit, un véritable espace de vie au Palais des Expositions des Pas Maritimes jusqu'au 7 mai. Donc de nombreux produits locaux réalisés par nos artisans sont mis en avant et ça, donc dans un espace et une ambiance conviviale bien évidemment. Du côté du Palais de la Culture Moufti Zakaria, toujours la deuxième édition de l'exposition nationale de la calligraphie arabe, de la miniature et de l'enluminure se tient actuellement. Donc on rappelle que c'est des jeunes lauréats d'un concours organisé par le club algérien de la calligraphie. Les lauréats participent à cette exposition, mais pas que, d'autres artistes qualifiés, expérimentés également, exposent en ce moment. Et en même temps, il y a l'exposition qui revient chaque Ramadan. Il s'agit consacré au métier et à l'artisanat, donc qui se tient actuellement au Palais de la Culture Moufti Zakaria. Nous allons également parler du théâtre, donc les pièces théâtrales prévues au Théâtre National Algérien Mahidine Bachtarzi, la pièce GBS, donc qui est prévue ce soir avec c'est une pièce du Théâtre National Algérien Mahidine Bachtarzi écrite et réalisée par Mohamed Cherchar. Oui, c'est une pièce qui a eu énormément de succès. Elle a beaucoup de tournées et puis ils ont eu un prix en Jordanie. Oui, exactement. En tout cas, de belles pièces ont été proposées durant ce mois de Ramadan au Théâtre National Algérien Mahidine Bachtarzi et ça a permis bien évidemment aux théâtres régionaux de participer à ces événements. Nous allons continuer avec les soirées artistiques du côté du Palais de la Culture Moufti Zakaria. Ce soir, le 27 à 22h30, les soirées débutent à 22h30. Une soirée Inshed, et Madih, dédiée à l'Inshad et au Madih, avec la troupe Naram El Jazair. Jeudi 28, c'est l'artiste Brahim Hadj Qassem. Vendredi 29, l'artiste Hania Barti. Et enfin, pour la dernière soirée, le samedi 30, c'est de la musique Issawa et du Malouf qui sont prévus du côté du Palais de la Culture, rappelez-vous. Et enfin, du côté de l'Opéra d'Alger, le jeudi 28, c'est une soirée animée par Jam, donc une soirée dédiée aux jeunes, on va dire, allez, pourquoi pas. Et le vendredi 29, pour la dernière soirée, dans le cadre de sa tournée nationale, l'humoriste Mohamed Khassani sera sur la scène de l'Opéra d'Alger. Donc un beau spectacle, on va dire, humoristique prévu du côté de l'Opéra d'Alger. Et pardon, un autre événement, on va en parler ce matin, du côté de Guelma cette fois-ci, parler de la 6e édition du festival culturel local de l'Inshed, donc une manifestation culturelle qui rassemble plusieurs troupes artistiques venues des différentes wilayas du pays. Le public présent à la cérémonie d'ouverture a salué la reprise de ce festival et qui a donné un nouveau souffle culturel du côté de la ville de Guelma. Voilà, Amel, pour les rendez-vous à ne pas rater cette dernière semaine, ces derniers jours de ce mois Ramadan. J'imagine qu'il y aura plein de sous-spectacles peut-être, puisqu'il va y avoir des cérémonies de circoncision un petit peu partout. Oui, c'est vrai que le 27e jour, la nuit du 27e jour, c'est aussi très important pour tous les musulmans et surtout ceux qui ont donc des jeunes garçons. Voilà. Merci beaucoup Lilia. C'est moi, Amel. Donc on continuera à parler donc du programme. Je ne sais pas si ça va s'arrêter la semaine prochaine, mais en tout cas vous serez là pour nous en parler en détail, Inch'Allah. Eh bien, on va passer à Ahmed pour voir s'il fera mieux que vous en matière de diversité, en matière de diversité sur le net. La diversité est liée. J'aimerais juste d'abord commencer par ce qui a fait vibrer la toile. Oui. Surtout hier, voilà, c'est la disparition, le décès de Shakib Bouzidi, un artiste, Allah yarhamou saleh, où il sabr son épouse, sa famille, ses proches. Et je me dois d'en parler parce que nous, musiciens et la famille artistique, on le connaît tous. Et qui ont eu la chance de le rencontrer, de le connaître, ne peuvent que parler en bien de lui. Très gentil garçon, voilà, pour ceux qui l'ont vu, qui l'ont rencontré. Tout le monde parlait de son sourire. Et là, justement, ces photos, je les ai choisies parce que c'est très représentatif de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Il vit pour la musique, il vit pour la scène, il vivait. C'est difficile de changer de conjugaison. Pour la vie, pour la scène. J'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes sur cette image, sur cette photo. Ce sont des photos de Nassim Hadj Ben Ali, qui ont été prises lors du festival Diwan. Et voilà. Et pourtant, vous étiez venu il y a 2 semaines pour faire un appel aux dons, toute une mobilisation de nombreux artistes, tous ces amis qui s'étaient mobilisés sur la toile pour essayer donc d'apporter un soutien déjà financier et moral, surtout, pour justement l'accompagner. Il traversait des moments difficiles d'une maladie qu'on connaît tous. Oui, une vilaine maladie. Et voilà. Donc j'aimerais surtout
le téléspectateur puisse voir ce qu'il a fait, ce qu'il fait, ce qu'il aime, ce qu'il a pu partager avec nous durant de nombreuses années. C'est une vidéo de ce qu'il avait en lui. C'était beaucoup d'instruments, un homme orchestre comme on l'appelle. Et voilà, une vidéo Pampa. C'est difficile. C'est bon. Enfin, on va rester sur une note musicale, une note positive de ce qu'il a laissé derrière lui. C'est voilà, c'est l'héritage musical, c'est ce qu'il a fait de mieux. En tout cas, Rabbi rahmou saleh ou son épouse Shanaez que je salue et toute sa famille, tous ses proches. Donc je vais essayer de rebondir sur quelque chose de. Je sais que tous ses amis artistes ont tous publié. Je vais Amal. Hier, c'était tout Internet. C'était voilà, ça parlait que de ça et c'est comme ça. L'arabe. En tout cas, on essaie de reprendre la vie, de continuer. En tout cas, c'est ce qu'il aurait aimé, je pense. On aime bien dire ça parce que voilà, the show must go on. Il y a eu des concerts qui ont été annulés justement pour respecter un petit peu le deuil. Et une grande partie de ses amis de la famille musicale disent non, au contraire, il faut continuer pour lui rendre hommage, on pense tous que c'est ce qu'il aurait aimé faire. Voilà, même, the show must go on. Malgré la maladie, il a continué à faire toutes ces choses-là. Exactement. Allah yarhamou saleh. Bon, je vais essayer, comme je vous l'ai dit, de rester sur une note positive quand même. Il y a aussi sur Internet, à la base j'étais venu pour parler de sport, des sites, applications. Il y a eu une autre bombe nucléaire, si je puis dire, sur Internet, c'est Elon Musk. On en a parlé plusieurs fois. Elon Musk, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce monsieur, le milliardaire qui est actuellement l'homme le plus riche du monde. Rien qu'à voir sa tête, il est tout content, tout fier de lui, de tout ce qu'il a accompli. Tesla. Il a racheté quelque chose de. Oui, non, mais attends, nous on rachète en général voilà, une PlayStation, un truc. Lui, il a racheté Twitter, le réseau social Twitter, il l'a racheté pour la modique somme de. Allez, je l'ai lu, c'est un coup de milliard. C'est un coup de milliard. Moi aussi. 41 milliards d'euros. Oui. C'est énorme, c'est énorme. Mais bon, c'est pas pour rien. Ce type de personnes, ils sont, comme on le dit, dans d'autres ligues. On ne parle pas le même langage. Au départ, tout le monde pensait que c'était une blague. Et non, finalement, en fait, lui, c'était vrai. Mais je vais vous dire pourquoi. C'est qu'il trouve que Twitter n'est pas assez libre en termes de liberté d'expression. Donc il dit bon, je vais changer un petit peu les codes parce que voilà, tout ce qui est les modérateurs, la modération, on poste un truc qui peut déplaire. Donc voilà, il se dit j'achète, je suis le patron, je fais ce que je veux. Et ça inquiète certains, comme le président des États-Unis, Joe Biden, ça l'inquiète parce qu'à l'époque de Trump, il a été banni de Twitter parce qu'il disait des choses à droite et à gauche. Donc on espère que ça n'aura pas de conséquences négatives, mais ce qui est sûr, c'est que
il y a beaucoup d'argent. Pour pouvoir acheter Surtout, Twitter, c'est l'homme énorme. qui se c'est énorme. permet de faire des voyages dans l'espace, c'est normal qu'il peut Déjà aussi ça. Après, se lui, racheter. il construit lui-même ses navettes, il fait Ouais. lui-même ses Ses voyages touristiques. Exactement, voilà. Bon. C'est l'avenir, c'est l'électricité, c'est, je sais pas, l'énergie On verra. renouvelable, je sais pas, En tout Twitter. cas, il y a ça pas- fait de lui un homme heureux. Il a l'air d'être heureux en tout Voilà, cas. il Ouais, a en l'air tout avec cas, son sourire. Oui, bah, beaucoup, beaucoup. Allez. Ramadan, c'est un petit peu la fin de toutes ces habitudes, on va dire, culinaires et gastronomiques et digestives, parfois pas très stables. C'est pour ça que j'avais l'intention de parler de sport et quelques applications qui peuvent nous aider à rééquilibrer tout ça. Très bien. Mor l'Aïd, on va commencer parce que généralement, après l'Aïd, là, on va essayer de commencer ça sérieusement. Juste après. Quelques applications qui pourront vous être utiles. Mesdames et messieurs, 7 minutes workout. 7 minutes workout, comme son nom l'indique, ce sont des programmes de séances qui durent 7 minutes. Mais 7 minutes, mais j'ai juste 7 minutes bêtement. 7 minutes, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est l'application. 7 minutes, mais d'exercice de 30 secondes. D'accord. Pour que, en général, on se lasse vite. Surtout quand il s'agit de sport avec, sans coach, sans matériel, etc. On se lasse. Là, c'est des programmes qui sont adaptés à chacun et à chacune, même si vous n'avez pas de matériel, pas de tapis de course, pas de C'est d'haltères des et quoi que ce soit. exercices de 7 minutes, c'est quand même important. Hein, Mais 7 c'est des minutes. séances de 7 minutes et des exercices de 30 secondes. Donc il faut essayer, voilà, vous nous direz votre Vous avis. tenez le rythme, Lilia, 7 minutes? Et justement, j'allais dire là, 7 minutes, ça va. Ouais. Mais quand vous avez comme notre application la suivante, c'est 30 jours fitness challenge. Là, c'est différent parce que vous avez un challenge, ce sont des défis, comme son nom l'indique, de 30 jours. Donc vous commencez à n'importe quel moment, quand vous voulez, mais vous décidez qu'à partir du moment où ça commence, eh ben, vous devez tenir l'endurance justement qui est nécessaire dans ce genre d'activité, 30 jours pour faire plusieurs défis avec des exercices. Et ça a aussi une grande importance du côté de la nutrition. Donc beaucoup d'applications en parlent, notamment la suivante, c'est Fizz Up. Fizz Up, c'est bouger. Fizz, c'est vraiment quand on bouge avec bec. Et Up, voilà, on connaît le Up. En haut, on bougeait vous vers le haut. Dans tous les sens. Exactement. Donc c'est des séances simples, sans matériel, et c'est 1000 exercices avec 200 programmes différents. La nutrition, je vous en parlais, c'est très important. Donc là, ils proposent jusqu'à 250 recettes pour essayer d'avoir des repas équilibrés. Oui. Je dis bien essayer parce Oui, qu'après oui, 30 jours de Ramadan, c'est un challenge de 30 jours intense. Mais l'idée, c'est de faire dans l'équilibré. Très bien. Eh ben, on a terminé avec ça. Oui, et il y a plein, en tout cas, je vous dis, il y a plein d'applications qui peuvent être utiles. Je voulais parler notamment de celles-ci qui sont gratuites. Au moins On en parlera, on en reparlera. à l'aise. On en aura besoin. On en aura besoin juste L'Aïd après. Après l'Aïd, bien sûr. Merci beaucoup, Avec Ahmed, plaisir. pour toutes ces applications et ces nouveautés. Merci à Lilia. C'est Et moi, puis, Ahmed. on vous dit Sahaïdkom tous les deux. on se On verra retrouve Oui, Sahaïdkom après mercredi l'Aïd, Inch'Allah. prochain. Inch'Allah. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Merci à vous tous et puis bonne journée. Merci à toute l'équipe. On se donne rendez-vous dès demain à partir de 9h du matin, bien sûr. Bonne journée.